La drépanocytose au quotidien, c'est un avenir incertain en fait. C'est vraiment se lever le matin, aller très bien et avoir plein de projets pour la journée et débuter sa journée et se sentir mal, avoir des douleurs de façon assez subite. Donc on peut être là et rigoler avec quelqu'un 5 minutes et 1 heure après, on est déjà en train d'aller aux urgences parce qu'on a eu des douleurs intenses au dos ou à la cheville, peu importe. Bonjour, Antoinette Onomo pour Upendo. J'ai 35 ans. Je suis la fondatrice de l'agence de communication ANCO Agency et l'auteur de la page Facebook Itinéraire d'une drépano. Alors du coup moi je suis née avec une maladie génétique qui s'appelle la drépanocytose, qui est la première maladie génétique en France et dans le monde. En fait c'est une maladie qui touche les globules rouges, qui chez un individu non porteur, non malade, les globules sont ronds, alors que chez un individu malade, ils sont en forme de croissant. Et en fait, cette forme de fossile va se bloquer en fait au passage du sang dans les veines et provoquer des grosses douleurs au niveau des articulations, donc qui peuvent conduire à des hospitalisations. Et à l'hôpital, il y a des protocoles qui doivent être mis en place pour gérer la douleur. Donc ça se gère avec des médicaments, des antalgiques qui sont quand même assez forts. Cette maladie, en fait, elle provoque aussi de nombreuses complications et des infections. Donc moi, j'ai été dépistée à l'âge de 4 ans au décours de ma première crise. Donc à l'époque, je vivais en Normandie, j'ai eu très très mal. Ma maman a eu très peur, elle ne savait pas trop expliquer ce qui se passait, donc j'ai été conduite à l'hôpital et à la suite d'une succession d'examens, on a posé le diagnostic de la drépanocytose à ma maman. Donc à l'époque, moi je suis née en 88, donc quand on me détecte la maladie, quand on me dépiste la maladie, pardon, on est en 92, donc c'est méconnu. J'ai dû aller à l'autre bout de chez moi, vraiment à 2 heures de chez moi pour pouvoir être traitée. Et je vais grandir avec la pathologie en faisant des crises, des allers-retours à l'hôpital jusqu'à l'âge de 8 ans. Puis je fais plus aucune crise, donc j'oublie un peu que je suis malade. Je sais que je suis différente par rapport à mes frères et sœurs, mais j'oublie un peu que je suis malade. Je refais des crises à partir de l'âge de 14 ans. Donc ça a été un petit peu dur à vivre au début, le retour des crises, etc. Et en fait, c'est vers l'âge de 18 ans que je commence en fait, à me poser des questions sur pourquoi moi je suis malade, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, et à chercher un petit peu des réponses. Donc à l'époque, il y a Skyblog, et c'est là que je trouve une personne en fait qui parle un peu de la maladie. Donc je décide de la contacter et de m'intéresser un petit peu à son association. Et de fil en aiguille, on a mené des petites actions. Et on va dire que c'est en 2013, après avoir fait beaucoup de crises, beaucoup de complications, que j'ai décidé en fait de parler librement, ouvertement et un peu de raconter mon histoire. En ouvrant du coup une page Facebook qui était un peu pour moi à l'époque un journal intime où j'ai commencé à raconter ma vie à partir de mes 4 ans en fait, à l'âge où on m'a dépisté la maladie et je l'ai raconté en fait en anonyme parce que je voulais que chaque personne touchée par la maladie de près ou de loin puisse se sentir concernée sans s'identifier en fait à ma personne. Donc je racontais mes crises, je racontais aussi des moments de joie d'enfant, hein, tout simplement, parce que j'ai quand même eu une très bonne enfance malgré la maladie. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont contacté, qui se sont abonnées à la page et qui ont dit qu'ils avaient l'impression que je racontais leur histoire, qui se sentaient touchées. Donc j'ai continué, j'ai persévéré. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et au fur et à mesure, j'ai été sollicitée par des associations pour échanger, soit avec des parents, soit avec des enfants, en fait, pour leur donner peut-être un peu de courage, parce qu'on estimait que moi, j'avais eu le courage de parler de la maladie.
Et de fil en aiguille, mon engagement auprès des associations s'est intensifié. En fait, à mesure que ça devenait compliqué pour moi, je m'engageais aussi de plus en plus envers les autres parce que je voulais que les gens ne se sentent pas nécessairement seuls. J'avais peut-être aussi besoin de ça pour avoir un objectif dans la vie, quelque chose qui me tenait en fait vraiment à cœur. Et je me disais que si à travers mon parcours et mon témoignage, je pouvais impacter ne serait-ce qu'une personne positivement, en fait, j'aurais gagné du coup un peu le combat parce que la maladie, elle est méconnue. Ceux qui l'ont, qui sont porteurs, certains n'osent pas en parler. Donc je voulais aussi montrer qu'on peut être atteint de la maladie et pouvoir faire des études comme ça a été mon cas. J'ai réussi à mener mes études à bien, même si ça n'a pas été tous les jours facile. J'ai quand même obtenu mon master. Et du coup, depuis peu, on va dire depuis 3 ans, je fais des conférences pour parler de la maladie sur des thèmes spécifiques ou lors de la journée mondiale de la drépanocytose qui a lieu en juin chaque année. Donc voilà, mon engagement, il est vraiment sur la sensibilisation et sur l'accompagnement des parents, des adolescents et même des adultes qui ne vivent pas forcément bien la maladie. Et depuis 1 an et demi, je suis patiente ressource. Donc j'ai fait une formation et je peux accompagner en fait les professionnels de santé, donc les médecins, les infirmières, auprès de malades en tant que personne qui connaît la maladie de l'intérieur et aussi de l'extérieur avec des connaissances, un certain savoir sur la pathologie. Je pense que c'est quelque chose d'hyper intéressant, cette collaboration avec le milieu médical et les patients. Parce que moi j'ai vécu la maladie et que j'ai aussi la connaissance de par mes expériences, les complications que j'ai pu avoir et que parfois c'est plus facile de faire passer un message à quelqu'un qui comprend ce qu'on vit plutôt qu'à un médecin. Donc voilà, là par exemple je reviens d'un week-end avec un groupe de 14 adolescents et ça a été hyper formateur. Donc je pense que j'apprends plus d'eux que moi. Enfin, j'espère que j'ai pu leur apporter à travers mon expérience et leur donner un peu d'espoir dans leur vie d'adulte. Mais j'apprends aussi énormément d'eux et c'est hyper important pour moi de continuer de mener cet engagement parce que on en a besoin, les malades en ont besoin. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être guérie. Mais il y a beaucoup d'associations qui se battent au quotidien pour faire valoir des besoins en don du sang chez les afrodescendants ou pour une bonne prise en charge sur toute la France, par exemple, au niveau des urgences. Donc, voilà. Alors moi, du coup, je suis guérie. J'ai bénéficié en fait d'une greffe de moelle osseuse. Donc c'est un traitement qu'on faisait beaucoup chez l'enfant jusqu'ici. Et depuis quelques années, depuis on va dire 10 ans, on le fait également chez l'adulte. Mais ça reste en marge de l'enfant. Donc pour bénéficier d'une greffe de moelle osseuse, il faut avoir un donneur qui est compatible, idéalement à 100%. Dans mon cas, ça a été à 50%. Donc c'est mon petit frère qui m'a donné sa moelle osseuse. Et en fait, c'est tout un processus médical où déjà, il y a beaucoup d'examens avant la greffe parce qu'il faut s'assurer que le patient va tolérer en fait, le traitement. Et il y a aussi des examens pour le donneur. Donc il y a tout ce processus-là. Et après, ça a été 60 jours d'hospitalisation avec de la chimiothérapie en fait pour détruire du coup toutes mes cellules porteuses du gène à moi, donc la moelle osseuse concrètement. Et après la chimiothérapie et la radiothérapie, on est venu en fait me mettre ce qu'on appelle le greffon de mon petit frère. Donc c'est comme une poche de sang qu'on m'a du coup transfusée, donc c'est assez rapide, et qui vient en fait remplacer mon ancienne moelle osseuse et qui vient en fait créer de nouvelles cellules. Et du coup, dans mon cas, ça a fonctionné, ça a bien réussi. Donc je n'ai plus du coup d'hémoglobine malade. Donc je vis assez normalement. Donc j'ai plus fait de crise douloureuse depuis 2 ans et demi maintenant.
J'ai eu des complications qui sont liées du coup à la typologie de ma greffe qui était uniquement à 50%. Mais mon quotidien a largement été amélioré. Et c'est en ça en fait que j'ai trouvé la force du coup de me mobiliser davantage. Le fait d'être moi à l'hôpital, d'aller mieux moi-même, de pouvoir aider ceux qui sont encore malades et peut-être du coup faire écho sur la greffe, l'importance aussi de la connaissance des différents traitements. Après, il y a des traitements qui permettent en fait aux patients qui sont malades d'aller mieux quand même dans leur quotidien. Donc c'est un traitement à prendre tous les jours qui permet en fait de stabiliser l'hémoglobine. Et il y a aussi en fait le don du sang qui permet à des malades qui font beaucoup de crises ou qui ont eu des complications comme des AVC d'avoir des échanges transfusionnels. Donc on enlève du sang malade et on leur remet du sang en bonne santé. Du coup, il y a énormément de patients drépanocytaires en France, beaucoup ici en Île-de-France, et les réserves en don de sang sont assez faibles. Et la particularité étant que la drépanocytose touchant majoritairement des afrodescendants, c'est compliqué en fait pour les patients de recevoir leur traitement tous les mois. Donc on a vraiment besoin en fait que les afrodescendants se mobilisent pour le don du sang, pour aider du coup les patients drépanocytaires. Après le don du sang, on en a besoin en fait, peu importe l'origine géographique, c'est hyper important parce qu'au-delà du groupe sanguin, il y a beaucoup de critères derrière ça qui permettent en fait à un malade de recevoir un sang qui est au plus proche du sien. L'engagement, il est aussi là-dessus en fait, sur cette lutte pour permettre aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir la greffe de moelle osseuse comme moi, de bénéficier au moins du coup de la possibilité, la capacité de recevoir du sang de façon mensuelle ou à la suite d'une crise qui est un petit peu compliquée. Donc on sensibilise à divers niveaux sur Instagram, en faisant des conférences ou en essayant d'organiser des collectes, en motivant les gens à aller donner. Donc c'est hyper important pour tous les malades et pour leurs familles, parce que c'est pas évident non plus pour toutes les personnes qui sont autour des malades. Donc voilà, le travail est immense, mais j'essaie d'impacter à mon échelle comme je peux sur la maladie. Le quotidien, c'est un avenir incertain en fait. C'est vraiment se lever le matin, aller très bien et avoir plein de projets pour la journée et débuter sa journée et se sentir mal, avoir des douleurs de façon assez subite. Donc on peut être là et rigoler avec quelqu'un 5 minutes et 1 heure après, on est déjà en train d'aller aux urgences parce qu'on a eu des douleurs intenses au dos ou à la cheville, peu importe. Ça peut être aussi de se réveiller le matin et d'avoir mal un petit peu partout, mais de se dire que c'est un nouveau jour, c'est une chance et il faut saisir cette journée-là et d'aller en fait au-delà des douleurs, des difficultés, de se dire je vais réussir à mener cette journée. Donc c'est vraiment l'incertitude. C'est aussi savoir anticiper beaucoup de choses, donc les voyages, le quotidien, une soirée. Voilà, c'est vraiment beaucoup d'incertitudes. Mais j'espère que grâce à la médecine et à la sensibilisation qu'il y a au quotidien, les malades pourront vivre beaucoup mieux et c'est déjà le cas aujourd'hui, mais il y a encore, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que le plus dur, en fait, c'est l'incompréhension et la méconnaissance de la maladie. Si elle était plus connue et que les malades se sentaient plus enclins à parler librement du fait d'être malade et de ne pas forcément se sentir bien sans avoir le sentiment de devoir d'être jugé, je pense que ça serait quand même beaucoup plus facile au quotidien. Donc c'est beaucoup de difficultés, mais en général, c'est des personnes qui sont hyper battantes et qui ont beaucoup de force en eux et qui sont vraiment admirables. Donc même quand c'est difficile, souvent les personnes arrivent à se relever et à mener leurs objectifs à bien. Donc c'est compliqué, mais avec la science et les traitements actuels, je pense qu'on peut réussir à gérer ce quotidien, pas toujours évident. Mais
c'est pas mal de bas, mais on profite énormément des hauts aussi. C'est une maladie qui est un peu invisibilisée malheureusement, qui est absente souvent effectivement de tout ce qui est téléthon et autres. Aujourd'hui, le combat, il est déjà en fait, je pense, au niveau de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on en parle déjà très peu à l'école, que les parents apprennent souvent qu'ils sont porteurs de la maladie parce qu'on vient de dépister un de leurs enfants. Donc il y a un gros travail à faire et que les associations font très bien, des associations comme Drepacare et Sporopellica qui font un gros travail, SOS Globi en fait, qui font un travail pour porter la maladie et l'intérêt de la maladie auprès du gouvernement et des instances de santé. Donc c'est un travail de fond qui est important et qu'il est nécessaire de faire, qu'il faut continuer, mais effectivement on est très peu présent dans tout ce qui est téléthon. Ça va vraiment être des initiatives un peu à part, qui vont être menées par des patients ressources, des médecins qui sont très impliqués dans la prise en charge de la pathologie et du coup au bon vouloir de tout ce qui se passe au niveau aussi de la politique. C'est censé être une priorité mondiale de santé et on ne le ressent pas forcément tous les jours dans le quotidien par rapport à la maladie. Donc la recherche, il y en a. Je pense qu'effectivement, il peut y en avoir davantage parce que avec le métissage, le brassage des populations, il y a beaucoup plus de patients drépanocytaires qui sont autres qu'afrodescendants. Donc c'est essentiel pour les 20 années à venir de se focaliser sur la recherche et de faire vraiment réellement de la drépanocytose une priorité en matière de santé pour permettre aux malades d'avoir un meilleur quotidien et une prise en charge vraiment dès le plus jeune âge. C'est fait aujourd'hui, mais il y a vraiment besoin d'un accompagnement et qu'il y ait peut-être plus de médicaments aussi et de solutions pour le plus grand nombre. Tout le monde ne pourra pas guérir, mais on peut améliorer le quotidien des malades grâce à la recherche. Et sur les 20 dernières années, il y a eu énormément d'améliorations. Et j'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison, mais on a vraiment besoin que la maladie soit plus connue du grand public. Déjà à tous les patients qui sont malades, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, sachez que vous n'êtes pas seuls. On est plusieurs, on est nombreux. Il y a beaucoup d'associations et de patients qui se mobilisent pour vous montrer et pour vous apporter un peu de réconfort, d'aide dans vos démarches et dans l'apprentissage de la maladie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à vous rapprocher des associations de proximité comme SOS Globi, Sporopellica ou encore Drepacare. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la drépanocytose, je vous invite vraiment à faire des recherches, à vous renseigner, à peut-être essayer d'en apprendre un peu plus auprès de patients qui sont porteurs et qui portent le message aussi de la drépanocytose. Et concernant le don du sang, c'est important que chacun prenne en considération que le sang ne se remplace pas. Aujourd'hui, on ne peut pas substituer le sang à un autre liquide, donc on a besoin de l'humain. Donc peu importe votre origine, il faut que vous puissiez vous rapprocher si vous êtes en capacité de donner d'une maison du don. Vous avez l'EFS qui pourra vous donner en fait toutes les informations, le site de l'EFS, Instagram, Facebook et tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires pour pouvoir donner votre sang. Et si vous ne pouvez pas donner parce que vous avez déjà été transfusé ou que vous êtes malade, sensibilisez autour de vous sur l'importance du don du sang. Ça touche les personnes drépanocytaires, mais on a besoin aussi de don du sang pour les personnes qui sont accidentées, pour les femmes enceintes qui subissent des hémorragies et au décours d'une opération. Donc c'est hyper important, on compte sur vous. Les malades ont besoin de vous, donc on vous fait confiance.
comme si ça avait toujours un peu été une évidence. J'ai toujours voulu avoir mon entreprise, mais j'avais des freins en fait personnels au niveau de ma santé qui faisaient que je ne me sentais pas nécessairement en sécurité de me lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup en fait j'ai simplement évolué dans le salariat, ce qui me convenait aussi très bien à l'époque et ce qui m'a permis de faire mes armes. Mais le fait de voir pas mal de personnes autour de moi qui m'inspiraient, à commencer par mon grand frère du coup qui est producteur dans l'audiovisuel et qui est dirigeant de la société de production spéciale Touch Studio. Je l'ai toujours vu du coup mener ses projets depuis l'âge de 16 ans. Et plus tard, j'ai eu la chance et l'opportunité de diriger un pôle communication au sein de la société Kizit à l'époque, donc c'était en 2010, grâce à Moussa Wagué et ses associés. Et je me suis dit que plus tard, je ferais ça. Je ne savais pas quand, mais je savais qu'un jour, à un moment donné, je lancerais aussi ma société et que ce serait probablement une agence de communication. Donc du coup, j'ai commencé en fait par penser le logo, le nom de l'entreprise, qui est tout simplement, en fait, j'ai accolé toutes mes initiales, donc le A d'Antoinette, le C et le O pour le C c'est Costa, donc mon nom de famille d'épouse, le O Onomo, mon nom de famille de jeune fille, et un rappel à communication, donc le début de co. Donc ça a commencé simplement par là, et après j'ai pensé mon offre, ce que je voulais faire, et comment je voulais accompagner les entreprises, surtout quel allait être mon positionnement. Aujourd'hui, à des entreprises, la communication, le marketing, ce n'est pas leur cœur de métier, donc ils ne le voient pas comme une priorité. Donc j'ai pensé mon offre comme une offre qu'une entreprise qui n'a pas vocation en fait, à vraiment penser sa communication, puisse se libérer en fait, de cette charge de travail pour pouvoir avoir quand même une communication à la hauteur de son travail. Ma phrase fétiche, c'est vis chaque jour comme si c'était le dernier. Tout simplement parce que déjà, on ne sait jamais en fait, dans la vie, on peut se lever le matin et le soir, on n'est plus là. Et la maladie, mon histoire de vie et mes expériences personnelles ont fait que en fait, j'essaie de toujours vivre à 100% quand il y a un nouveau jour qui se lève, de me dire je suis hyper chanceuse en fait, de voir ce nouveau jour. Et même si je ne suis pas trop motivée, etc., je vais essayer en fait, de donner le meilleur de moi-même pour profiter de mes proches ou faire un projet qui me tient à cœur à la fin de la journée pour être satisfaite et me dire que j'ai vécu intensément du coup cette journée et cette vie tout simplement.